Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle masterclass. La première que j'ai eu l'occasion de donner s'adressait plutôt à la gamification dans le sens du management. Et aujourd'hui, on va s'attaquer beaucoup plus à la gamification comme expérience utilisateur. Donc on s'attaque aux interfaces, aux applications mobiles, aux logiciels et même aux produits physiques qui de plus en plus font appel aux techniques du jeu pour devenir de plus en plus engageants. Alors la gamification, simplement pour rappel, c'est l'art d'utiliser les techniques du jeu pour créer de l'engagement. L'engagement, c'est le mot-clé. Ce qu'on voit dans les jeux, c'est que si, par exemple, un adolescent achète un jeu à 72 € et y joue pendant des jours et des jours et des jours, c'est bien qu'il y a quelque chose dans ce jeu qui est du domaine de l'addiction, mais qui en tout cas peut permettre de créer de l'engagement. Et beaucoup de sociétés commencent à le comprendre et font interagir leurs utilisateurs en utilisant toutes ces techniques. Alors, d'un côté, la gamification, de l'autre, l'expérience utilisateur, le fameux UX dont on parle beaucoup. En fait, la gamification est une partie de l'UX. Et une partie de plus en plus importante. L'UX, c'est l'art de transformer une approche fonctionnelle. Donc vous avez un produit, un aspirateur, il doit aspirer, en une expérience positive pour l'utilisateur. Comment est-ce qu'on peut créer un aspirateur qui, pendant la période ou le moment où on va aspirer sa maison, transforme l'expérience pour qu'elle soit un peu plus positive, engageante, ludique. Mettez le mot que vous souhaitez derrière. Et donc la gamification se trouve au centre de tout ça. D'un côté, le gaming, et la gamification, ce n'est pas du gaming. Pourquoi? Parce que le gaming, c'est le jeu, et le jeu, c'est volontaire. La motivation est intrinsèque. Quand on joue à un jeu, c'est parce que le jeu nous plaît, parce qu'on a envie de passer du temps sur ce jeu, contrairement à la gamification qui s'adresse par exemple aux entreprises, où dans les équipes, les collaborateurs sont là et ils ont une tâche à effectuer. Et en général, la motivation n'est pas 100% intrinsèque, elle est plutôt même généralement, globalement, extrinsèque. Voilà. Et ce qu'on appelle le GX, le Gamer User Experience, se situe à la croisée des chemins entre l'expérience utilisateur et cette notion de jeu volontaire. Et donc c'est parfois le jeu et les techniques du jeu le meilleur moyen de sortir d'un environnement qui n'est pas engageant, qui est boring, qui n'est pas stimulant. C'est très important de comprendre que quand on fait une activité, ou quand on utilise une interface, ou quand on utilise une application, cette motivation à l'utiliser, elle est soit extrinsèque, intrinsèque. J'ai vraiment envie d'insister sur ce point, parce que c'est sur ce point qu'on a la plupart des malentendus par rapport à la gamification. La motivation extrinsèque, c'est quand vous faites quelque chose, et que ce quelque chose, vous le faites parce que vous souhaitez autre chose. Vous le faites parce que vous souhaitez une récompense pour l'effort accompli ou pour l'activité exercée, ou parce que vous avez peur d'une punition. Les enfants se brossent les dents ou apprennent à se brosser les dents parce que leurs parents leur demandent de le faire, pas parce qu'ils adorent se brosser les dents. Vous faites la file d'attente au Burger King parce que vous souhaitez manger votre Whopper, pas parce que vous adorez attendre pendant 30 minutes pour être servi et avoir votre Burger King. Beaucoup d'étudiants étudient parce qu'ils veulent leur diplôme ou parce qu'ils veulent le métier qui se cache derrière les études, mais pas parce qu'ils adorent étudier. Quand vous êtes en motivation extrinsèque, le jeu peut être très utile, mais dans ce cas-là, on parle de fun play. Pourquoi? Parce que le jeu est là pour vous distraire de l'activité qui n'est pas engageante. C'est un exemple avec une start-up qui s'appelle Colibri, qui est à Paris, et qui a inventé une brosse à dents connectée à un jeu sur smartphone, où les enfants en fait utilisent cette brosse à dents comme joystick. Il est très précis, et ils ont un jeu, une chasse de pièces d'or, et ils ont aussi une licence Lapin Crétin, donc ils ont une version du jeu Lapin Crétin, où ils oublient complètement qu'ils se brossent les dents. Ils oublient qu'ils se brossent les dents parce qu'ils sont dans le jeu. Voilà. Mais ce que je veux illustrer par là, c'est cette notion de motivation extrinsèque. On distrait l'utilisateur pour qu'il puisse accomplir une tâche et se perfectionner dans cette tâche. C'est notamment là qu'on parle du nudge effect. Alors j'adore parler du nudge effect parce que c'est vraiment une tendance en UX. Le nudge effect, c'est lorsque vous essayez d'obtenir un comportement d'un utilisateur sans lui indiquer ce que vous attendez de lui. Vous le trompez quelque part, vous le manipulez pour obtenir un comportement. Exemple, on a tous vu cette vidéo, c'est une action Volkswagen à Stockholm, où ils ont transformé cet escalier en piano, et 66% de personnes en plus ont commencé à prendre l'escalier. C'est vraiment du nudge effect, effet de surprise. Si on avait mis un panneau en disant aux gens « Attention, pour votre santé, essayez de prendre plus souvent l'escalier », ça aurait beaucoup moins bien fonctionné. Voilà, après, on a des versions un peu plus évoluées, avec des transformations d'escaliers en piste d'athlétisme. J'ai un exemple qui est beaucoup moins élégant, mais c'est ceci. Donc, dans les toilettes pour hommes, messieurs, parfois, vous avez cette petite mouche qui apparaît parce que ça vous incite à viser. Et donc, c'est du nudge effect aussi, et c'est beaucoup plus efficace qu'un panneau vous demandant de respecter les lieux. Motivation extrinsèque. Alors, quand la motivation devient intrinsèque, c'est très intéressant. C'est quoi une motivation intrinsèque? C'est lorsque vous faites une activité
et que cette activité vous plaît, et que dans cette activité, vous voulez vous améliorer, et que les techniques du jeu peuvent vous aider à devenir meilleur dans cette activité. Donc là où tout à l'heure je vous parlais de fun play lorsque vous êtes en motivation extrinsèque, ici il convient de parler de performance play. C'est du jeu qui accompagne une recherche d'amélioration et de performance. Exemple, aujourd'hui, 72% des coureurs amateurs en Europe utilisent une application de type Runkeeper, Runtastic, Endomondo, toutes ces applications qui, de manière ludique, avec des défis, des tableaux, des classements, même des buddies, vous aident à améliorer vos performances. D'accord? Motivation intrinsèque, performance play. Motivation extrinsèque, fun play. Voici un autre exemple, Zombie Run. C'est une application très populaire aux États-Unis avec près de 2 millions de joueurs, où vous avez en fait un défi. Votre ville a été anéantie par des zombies, et le seul moyen de récupérer des crédits pour reconstruire votre ville, c'est de partir courir selon des objectifs que vous vous êtes fixés, et vous êtes poursuivi évidemment par des zombies. Tout se passe dans le casque, et une voix off vous indique ce qu'il faut faire, pas faire. C'est un bon exemple parce que Zombie Run s'adresse à des sportifs pas si sportifs que ça. C'est des sportifs qui partent courir, certes, mais qui ont besoin d'un storytelling, d'un divertissement qui les aide à être plus motivés pour partir courir. Les vrais sportifs de compétition ne jouent pas trop à Zombie Run. Ils ont beaucoup plus besoin d'une application comme les précédentes, celles que je vous citais, qui sont des applications de performance play à nouveau. Et donc pour résumer, la motivation intrinsèque, c'est une motivation où l'utilisateur, le joueur, va chercher de la performance, de l'autonomie, de la maîtrise d'une discipline, voire même un but dans cette discipline. La motivation extrinsèque, ce qui se cache derrière, c'est une recherche de récompense, de compensation pour une tâche qu'on ne veut pas faire mais qu'on va quand même accepter de faire, voire même dans certains cas d'éviter une punition qui serait conséquente à la non-activité. C'est comme ça qu'on arrive à cette courbe de gamification où en fait on voit sur cette courbe clairement que selon qu'on se situe du côté de la motivation extrinsèque ou intrinsèque, les actions qu'on va mettre en place vont être plutôt fun ou plutôt orientées performance. Bon, je crois que j'ai été clair sur ce point, on peut avancer. Et donc, la gamification, aujourd'hui dans cette masterclass, je vais vraiment beaucoup plus m'intéresser aux interfaces. On la retrouve de plus en plus dans les interfaces des produits, des applications mobiles et des logiciels. Je donnais récemment une conférence avec Déborah Papirnik, qui est vice-présidente d'Ubisoft. Ubisoft a été contacté par Renault pour créer une expérience ludique et engageante au sein d'un véhicule prototype qui s'appelle la Symbiose. Mais ce qui est vraiment rigolo, c'est que Renault n'a pas contacté IBM ou Altran ou Capgemini, que sais-je, une grosse boîte informatique. Ils ont contacté Ubisoft pour travailler sur l'interface. Ils ont contacté une boîte spécialiste en édition de jeux. Les utilisateurs qui rentrent dans une application, ils n'y entrent pas facilement en général. Et donc la gamification dans les apps, c'est beaucoup utilisé pour ce qu'on appelle le onboarding, donc l'accueil dans une application, pour faire en sorte qu'on passe, vous savez, cette petite période de démarrage où on ne sait pas encore si on va vraiment rester dans cette application. On ne sait pas encore si elle nous plaît suffisamment pour qu'on l'utilise de manière régulière. Donc c'est pour ça que les utilisateurs oublient souvent d'utiliser une application, et c'est pour ça que des applications non essentielles disparaissent de votre page principale sur votre mobile, voire disparaissent tout court de votre utilisation. Et donc, quelles sont les apps qui sont les plus addictives? Bon, ben, évidemment, vous avez la réponse, ce sont les jeux. Voilà. Et quand les réseaux sociaux, les applications de réseaux sociaux deviennent très addictives, c'est aussi parce que l'influence sociale et le score social que vous avez dans ces applications les transforment quelque part en jeu. Lorsque vous êtes sur Facebook et que vous publiez un article ou un post et que vous avez 35 likes, le post suivant, vous avez 20 likes. Si vous êtes sous influence sociale et que vous transformez ça en score, ben vous avez un mauvais score sur votre nouveau post. Tout ça, ce sont des phénomènes qui peuvent s'inspirer de ce qui fonctionne dans les jeux, notamment les jeux vidéo. Et donc, beaucoup d'apps très connues utilisent cette gamification. Tinder, LinkedIn, Facebook, Waze, toutes ces applications que vous connaissez sont des applications qui utilisent des techniques de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les apps et qu'on n'a pas dans la vie réelle ou dans un univers qui n'est pas ludifié? C'est d'abord des objectifs qui sont très très clairs. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de devenir ce qu'on appelle All-Star, avec un profil parfait, où vous devenez influent dans votre secteur, avec un profil complété, des recommandations, etc. Dans le jeu, on retrouve non seulement des objectifs clairs, mais une fois qu'on a ces objectifs clairs, le jeu va vous donner un indicateur de score, un indicateur de progression vers cet objectif. Si cet objectif est très ambitieux et très loin,
ce score ne suffira pas. Et le jeu va vous découper ce score en niveaux intermédiaires qui vont vous permettre de rester motivé à chaque étape. Les jeux peuvent se permettre du storytelling, peuvent se permettre d'inventer une histoire. Et c'est là où la gamification, notamment en entreprise, est un petit peu compliquée, c'est qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi et on ne peut pas transformer les collaborateurs facilement en super-héros, en dinosaures, en chevaliers, en elfes, etc. On essaye parfois, mais il faut que ça reste un minimum réaliste pour que ça soit suffisamment engageant et crédible au sein d'une équipe. Donc on ne peut pas aller souvent très très loin là-dedans. Par contre, les jeux vidéo peuvent se lâcher complètement. Donc si vous jouez à Warcraft, vous partez dans un univers complètement fantasmagorique et vous avez un personnage qui lui-même est assez incroyable. Le storytelling dans les jeux vidéo, c'est pas mal. Dans les applications, on doit l'utiliser, mais de manière beaucoup plus soft. Enfin, dans les jeux, vous avez un feedback qui est direct. Vous faites une action et elle est bien faite, mal faite, le jeu vous le dit tout de suite. Et quand ce feedback direct il est positif, vous pouvez espérer une récompense. Et dans la plupart des jeux, vous avez une récompense qui est instantanée, ou en tout cas, si elle n'est pas instantanée, elle est attendue. Vous savez que si vous faites ça, cette récompense vous sera octroyée. Et donc, vous vous battez pour cette récompense. Voilà. Toute cette notion de récompense, de motivation à travers des indicateurs de progression, ça permet d'isoler deux mondes. Le monde du design fonctionnel, ce que les Américains appellent le Function Focus Design, où lorsqu'on dessine une application ou un logiciel, on pense aux fonctionnalités. Et on pense à simplifier ou à rendre cohérent l'utilisation des fonctionnalités d'une application. Mais en fait, on parle beaucoup plus, et de plus en plus, de Human Focus Design. Et finalement, la gamification, c'est ça. C'est prendre des choses qui sont instinctives chez l'être humain, qui créent de l'engagement de manière instinctive, et essayer de mixer ça avec une approche fonctionnelle. Je le disais tout à l'heure, si vous designez un aspirateur et que vous vous adressez à un public de gens qui vont aspirer leur maison, l'approche est fonctionnelle. Votre aspirateur, il doit faire peu de bruit, il doit avoir un sac qui emmagasine autant de poussière, etc. Ça, c'est l'approche fonctionnelle. Ensuite, au niveau human focused, qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans l'activité d'aspiration des poussières dans votre maison qui pourrait créer de l'engagement? Et comment pourriez-vous vous inspirer de jeux pour créer cet engagement? Voilà, en guise d'introduction, comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces notions en tête pour essayer de transformer une application ou un logiciel de manière efficace pour créer de l'engagement? Pour ça, il faut d'abord partir du parcours du joueur. Donc le parcours du joueur, dans la plupart des jeux, il est toujours le même et il commence par une phase d'identification. C'est quoi la phase d'identification? C'est lorsque vous jouez à un jeu, vous rentrez dans le rôle du joueur. Lorsque vous commencez une application à utiliser une application, vous êtes dans le rôle de l'utilisateur de l'application. Lorsque vous partez jouer au squash ou au badminton avec des collègues le mercredi soir, la tenue que vous allez enfiler dans le vestiaire, c'est votre avatar de joueur de squash ou de badminton. Vous êtes dans l'identification. Quand vous jouez au Monopoly et que vous choisissez le petit chien, le fer à repasser ou le bateau, vous êtes le petit chien, le fer à repasser ou le bateau. Vous m'avez compris? Cette phase d'identification, elle est souvent négligée dans les applications. Ce qui est intéressant, c'est par exemple les applications bancaires sur mobile commencent, quasiment toutes évoluent vers ça. Elles vont vous proposer de mettre votre photo, voire un avatar. Après votre identification, lorsque vous utiliserez votre application bancaire, vous aurez votre photo. Fonctionnellement, ça ne sert à rien. Fonctionnellement, cette application, vous savez très bien qu'elle est sécurisée, c'est votre application bancaire, et vous ne la montrez à personne. Donc le fait qu'on ait votre photo, c'est juste pour vous. Pourtant, c'est très efficace en termes d'adoption parce que vous vous identifiez. Et ce qui est marrant, c'est que les gens mettent des photos qui sont des photos plutôt sérieuses, parce que c'est une application bancaire. On choisit une de ces photos, mais une photo qui correspond à cet univers de gestion de son patrimoine, de son argent, etc. La deuxième phase, qui est beaucoup plus importante encore, c'est la phase d'onboarding. Dans une application mobile, c'est vraiment essentiel. Parce que si l'onboarding est raté, et les surfeurs et les utilisateurs d'applications sont très impatients et de plus en plus impatients, si vous ratez cette phase d'onboarding, vous n'avez pas d'utilisateur. C'est aussi clair que ça. Les champions du monde pour vraiment utiliser au mieux le onboarding sont les applications freemium. Vous savez, ces applications que vous téléchargez gratuitement, mais qui vont essayer à un moment ou à un autre de vous vendre des packs intégrés, des abonnements dans le jeu, etc. Eh bien, ces applications n'ont pas le choix, elles doivent vraiment être très très bonnes, très performantes sur le onboarding. Ensuite, dans un jeu, comme dans une activité, comme dans une application, une fois que vous avez passé cet onboarding, c'est-à-dire que vous avez décidé que vous allez utiliser cette application, on a ce que les Américains appellent le scaffolding, l'échafaudage, qui est la phase d'apprentissage où vous allez aller beaucoup plus loin dans l'application et devenir expert, ou en tout cas meilleur dans cette application, jusqu'à atteindre un stade de maîtrise. La maîtrise dans un jeu, dans un sport, dans une discipline,
ce n'est pas être devenu le meilleur joueur de ce jeu. C'est, à votre niveau, avoir atteint une étape, un palier, et que ce palier soit suffisamment amusant, engageant, intéressant pour que vous puissiez y stagner sans apprendre de nouvelles techniques. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous souhaitiez franchir une nouvelle étape et monter sur cette échelle de performance. Et enfin, la dernière phase du jeu, c'est l'abandon. On peut abandonner un jeu ou une activité ou une application pour de bonnes raisons, parce qu'on en a fait le tour, parce que tout ce qui avait été demandé a été fait, ou alors parce que l'application n'est pas engageante ou est trop difficile d'utilisation. Voilà, je suis dans mon autre vidéo masterclass, je me suis attardé sur les typologies de joueurs, donc je ne vais pas le faire ici, mais c'est un autre élément dont il faut vraiment tenir compte, c'est qu'il y a 4 grandes familles de joueurs, selon qui sont orientés sur la compétition, le fait de surpasser les autres, ou qui sont orientés sur le fait de s'accomplir soi-même, devenir meilleur dans ce qu'on fait, ou qui sont orientés sur les autres, les interactions avec les autres, ou qui sont orientés sur la découverte, le besoin de découvrir de nouveaux univers, d'être surpris ou d'innover. Voilà, ces 4 grandes familles, donc les fighters sur la compétition, les achievers sur l'accomplissement, les socializers sur les interactions avec les autres et les explorateurs sur la découverte, elles sont essentielles dans la compréhension de ce qui fait le levier, de ce qui fait la motivation d'un utilisateur d'application ou de jeu. Mais dans cette masterclass-ci, je m'attarderai beaucoup plus sur les leviers du jeu. Donc il y a une quinzaine de leviers du jeu qui sont analysés de différentes façons. Il y a une analyse qui est très intéressante, c'est celle de Octalysis Group. C'est un monsieur qui s'appelle Yu-Kai Shu, qui est un des précurseurs en gamification. Et lui fait un focus bien clair sur 8 leviers du jeu. Je vais reprendre cette approche aujourd'hui en vous les détaillant. Et à la masterclass, on ira un peu plus dans le détail sur ces leviers du jeu. Et donc quels sont ces 8 leviers? Le premier levier, j'aime beaucoup le design de Assassin's Creed, le nouveau jeu d'Ubisoft. Je pense qu'ils ont fait un effort particulier sur l'univers qu'ils ont créé. Et en fait, dans les jeux vidéo, vous avez cette création d'univers qui fait qu'on vous transforme en sauveur de l'humanité, en super-héros, etc. Et si, comme dans l'exemple de cette vidéo, vous dépensez des millions pour avoir des cinématiques qui sont dignes de Hollywood, c'est bien parce que c'est cet enrobage du jeu. On n'est pas encore dans le jeu, en fait, on est dans la présentation du jeu, mais ça vous galvanise, ça vous motive, ça crée de l'engagement. C'est ce qu'on appelle le sens épique. Évidemment, il y a beaucoup de storytelling derrière ce sens épique. C'est-à-dire qu'on essaye de créer dans le scénario du jeu ou d'une application un sens qui peut être réel ou qui peut être fake. Alors évidemment, dans Assassin's Creed, vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, donc vous n'êtes pas un super-héros en vrai. Mais dans certains cas, il y a du réel. Donc par exemple, vous partez courir les 20 km de Bruxelles et on vous dit qu'un tiers de votre cotisation va partir à la Croix-Rouge. Ben, c'est rajouter du sens épique, quelque chose qui est au-dessus de vous, dans une activité que vous allez exercer. C'est plus grand que vous-même. Je prends un autre exemple très concret, Wikipédia. Imaginons que vous soyez spécialiste dans un domaine. Vous êtes pêcheur à la mouche. Et vous êtes vraiment un passionné de pêche à la mouche. Et vous arrivez sur Wikipédia pour vous renseigner sur un type d'appât. Et vous voyez qu'il y a une grosse coquille dans l'article qui est publié. Qu'est-ce que vous faites avec votre passion de pêche à la mouche? Vous vous sentez obligé de corriger cet article. Et vous allez le faire de manière anonyme et vous allez le faire de manière bénévole. Vous le faites parce que c'est au-dessus de vous. C'est ça le sens épique. Et c'est ça que vous pouvez ajouter dans vos applications, dans vos logiciels. Cette petite touche, parfois ça peut être très léger, qui donne du sens à ce qu'on fait. Les employés de Tesla sont drillés, sont lobotomisés sur leur discours qui leur dit « Vous êtes des sauveurs de l'humanité. Avec Tesla et les voitures électriques que nous sommes en train de créer, nous créons un monde meilleur. » Et évidemment, Tesla, en termes de ressources humaines, n'oublie pas de remettre des couches et des couches et des couches pour que chaque employé devienne un ambassadeur de cette cause épique, cette cause qui les dépasse. Certes, ils sont là pour faire un job, mais en même temps, il y a quelque chose au-dessus. Et donc, on a dans les techniques de jeu cette notion d'élitisme, où vous faites partie d'un groupe, un groupe d'élus, qui a une cause pour laquelle ils sont en train de se battre. Parfois une cause qui peut être incomprise par les autres. Quand vous voyez un peu l'univers des start-upers, on est un peu là-dedans en fait. On est des incompris. On a le monde réel, le monde classique, le monde historique, et nous on réinvente le monde et on fait des choses qui n'existent pas, et parfois on est incompris, mais c'est pas grave, on se rassure en se disant on fait partie d'une caste d'élus, et en fait chaque secteur a ça, donc c'est propre à chaque secteur se raccroche à ce sentiment de faire partie des élus. Pour vous donner une petite anecdote, quand j'avais 6 ans, j'ai reçu la visite d'un représentant de Coca-Cola, et lors de cette visite, il posait des questions sur le lancement du Cherry Coke en Belgique.
Et pour moi, à 6 ans, j'étais devenu quelqu'un de super important puisque quelqu'un de Coca-Cola s'intéressait à mon avis et avait vraiment pris le temps de m'expliquer que si je n'aimais pas ce produit, il y avait des chances pour qu'il ne soit pas lancé en Belgique. Donc j'ai eu cette notion d'élitisme, d'avoir l'impression de faire partie d'un club d'élus. Et donc, en technique de jeu, être un sauveur de l'humanité, avoir une cause à laquelle il faut s'attaquer, c'est quelque chose qui peut être très important. Vous avez aussi dans ce levier-là la chance du débutant, qui est quelque chose qui peut créer de l'engagement. Le fameux exemple du bowling, où vos copains vous traînent pour aller le samedi soir jouer une partie de bowling, vous jouez jamais au bowling, vous êtes nul, vous lancez votre boule et bam, strike. Et comme par hasard, vous avez un regain d'engagement, d'engagement et de motivation. C'est le beginner's luck. Et à nouveau, les jeux freemium, donc les jeux qui essayent vraiment de vous faire rentrer dans le jeu jusqu'à ce que vous soyez addict et que vous payez un abonnement ou un achat intégré, sont les champions de la chance du débutant. Ils vont vous créer cette chance du débutant de manière artificielle pour que vous ayez cette impression de « Ah, ben ce jeu est fait pour moi. Finalement, je suis bon dans ce jeu. » Le deuxième levier, j'en ai parlé tout à l'heure en termes de profil, mais c'est aussi quelque chose qui nous traverse tous, on a tous ça en nous, c'est la motivation qui vient du sentiment de progression. Quand on avance, quand on a le sentiment d'avancer, et qui plus est, quand on a le sentiment d'avancer par rapport à un objectif qu'on s'est fixé, eh bien la motivation est régénérée en permanence. C'est ce qu'on appelle dans le jargon gamification la méthode PBL, points, badge, leaderboards, levels. Et personnellement, je suis un grand fan des niveaux qui sont vraiment un bon moyen de créer de l'engagement. Alors évidemment, les points d'abord. Donc dans un système scoré, vous voyez beaucoup plus clair sur votre progression. Vous avez de plus en plus de grands acteurs d'applications qui sont en train de scorer votre performance. Facebook et Google le font. Quand vous donnez des avis sur Google parce que vous êtes passé devant un restaurant, que vous avez été dans un restaurant et que vous laissez un avis, désormais, depuis quelques mois, Google vous donne des points qui vous permettent de franchir des niveaux jusqu'à être un expert dans, par exemple, les restaurants japonais parce que vous avez donné des avis qui ont été publiés dans 10 restaurants japonais. Et avant, c'était simplement un message de Google qui vous remerciait. Aujourd'hui, c'est un score et des niveaux qui sont atteints. Et donc, je crois beaucoup aux niveaux parce que les niveaux vous permettent de rester motivé dans des étapes intermédiaires par rapport à un objectif qui peut être lointain ou trop ambitieux. Si vous souhaitez être fluent en anglais et que pour ça vous passez le fameux examen TOEFL, l'examen international, vous savez que pour être fluent en anglais au TOEFL, il vous faut avoir le niveau 5. Et vous faites votre test et malheureusement vous êtes au niveau 2. C'est pas grave, vous allez y aller et heureusement qu'il existe un niveau 3 et un niveau 4 pour arriver à votre objectif de niveau 5. Ça semble très basique ce que je dis, mais regardez le nombre d'applications qui pourraient utiliser cette technique des niveaux et qui ne le font pas. Et pourtant, c'est un formidable levier d'engagement. Regardez LinkedIn. LinkedIn, lorsqu'ils ont lancé il y a 7 ou 8 ans cette barre de progression, que beaucoup d'entre vous ont évidemment vu, ils ont presque doublé le nombre d'utilisateurs qui complétaient complètement leur profil. Pourquoi? Parce que vous démarrez avec une barre de progression qui vous dit que vous êtes weak, vous êtes faible, et vous n'avez pas envie de rester faible, et vous avez au minimum envie de devenir beginner, intermédiate, jusqu'à éventuellement devenir all-star. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils l'ont retiré il y a quelques semaines pour la remplacer par une version beaucoup plus performante et encore plus gamifiée. Dans l'exemple que vous voyez sur l'écran, vous avez les 7 niveaux de LinkedIn qui sont clairement affichés puisque vous avez ces petites barrettes qui les séparent. Et vous voyez dans mon exemple qu'on est en profil beginner. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre objectif, c'est la petite étoile qui est à droite, le All-Star, et vous avez ce petit cadenas au milieu, ce qu'on appelle un Milestone Unlock. Vous ne savez pas ce que c'est. Et ce n'est pas très important de savoir ce que c'est. C'est juste hyper irritant de savoir qu'on est proche de ce cadenas et qu'il suffit de compléter un petit peu plus son profil pour pouvoir débloquer ce cadenas. Milestone Unlock. Très puissant, une technique qui est vraiment hyper commune dans les jeux vidéo et qui peut, dans votre application, également être très utile. Quand vous avez une application avec plusieurs features, avec plusieurs fonctionnalités que vous voulez que les utilisateurs utilisent, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres ou qui sont plus vite utilisées que d'autres ou qui sont automatiquement plébiscitées par votre audience. Eh bien, dans certains cas, il sera peut-être intéressant de les bloquer et de les rendre disponibles que si vos utilisateurs ont fait un parcours complet des autres fonctionnalités, pour vous donner un maximum de chances que l'utilisation de votre application ou de votre logiciel soit complète. C'est par exemple le cas sur les CRM. Les CRM sont de plus en plus complexes et ils offrent, pour les CRM complets, une multitude de fonctionnalités. Eh bien, ces fonctionnalités, elles ne sont pas utilisées rapidement par les utilisateurs. Pour qu'elles soient utilisées par les utilisateurs, le Milestone Unlock peut être une technique intéressante. Je vais passer beaucoup plus vite sur les autres drives, parce qu'on aura l'occasion d'en parler beaucoup à la masterclass.
Quels sont-ils? Je vais les parcourir rapidement. La stimulation de la créativité. Donc certaines applications s'inspirent des jeux qui sont des jeux de création, par exemple le Lego. Les jeux de création sont un peu particuliers parce que les jeux de création sont justement contraires à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il n'y a pas de but dans un pur jeu de création. Lorsque vous avez des blocs de Lego devant vous, vous ne savez pas, ou vous n'avez pas envie de savoir d'ailleurs quel est le but, vous laissez libre cours à votre création, à votre créativité. C'est un levier qui est très intéressant parce qu'il peut créer de l'engagement qui est vraiment très noble et très complet. Par contre, il est extrêmement difficile à utiliser. Vous comprendrez pourquoi, puisqu'évidemment, créer de la surprise, de la créativité dans une application, c'est vraiment pas simple. Le quatrième levier, c'est la possession. C'est ce que vous pouvez faire dans votre application pour créer des objets virtuels ou pas. Et parce que je collectionne ces objets, ce sont les jeux de collectionnite qui sont la bonne source d'inspiration, parce que je collectionne ces objets, ils ont de la valeur et je m'implique dans cette collection. C'est le phénomène Pokémon Go. Dans Pokémon Go, vous avez une collection de Pokémon que vous devez accumuler. Et évidemment, et je vous reviens sur l'exemple du Beginner's Luck, quand vous jouez à Pokémon Go, comme par hasard, dans votre deuxième ou troisième partie, vous allez gagner un Pokémon épique, un Pokémon rare. Et évidemment, le jeu fait exprès de vous faire gagner ce Pokémon rare, parce que dans une collection, lorsque vous commencez à avoir des pièces rares dans votre collection, cette collection prend de la valeur et votre engagement est renforcé. Ce sont les jeux qui permettent de générer le plus de grunt work. Le grunt work, c'est le travail bête, répétitif et qui pourrait être soporifique, mais qui ne l'est pas, parce que si vous jouez au village des Schtroumpfs ou à Farmville, vous plantez des carottes et vous travaillez pour le jeu parce que vous avez une récompense qui vous permet d'acheter des objets virtuels dans le jeu. C'est dans ces jeux-là que vous avez le plus de points échangeables, finalement, qui se transforment en une monnaie. Donc tous ces jeux, vous avez des pièces d'or, des coquillages, des baies, des joyaux, etc. Le cinquième levier, et lors de la masterclass, je passerai beaucoup de temps sur ce levier-là, c'est l'influence sociale. C'est le levier où, en fait, les interactions avec les autres deviennent votre moteur d'engagement. Pour différentes raisons. Des raisons nobles, par exemple le mentoring. Vous avez une application que vous commencez à utiliser, et l'application vous propose un mentor, c'est-à-dire un autre utilisateur qui va vous aider à utiliser correctement cette application. Café Press le fait pour les sites d'e-commerce. Lorsque vous créez un site d'e-commerce Café Press, vous pouvez être accompagné par quelqu'un de l'équipe de Café Press, ou alors vous pouvez être accompagné par un utilisateur régulier. C'est beaucoup plus motivant. Mais vous avez aussi, derrière ce levier d'influence sociale, des notions de popularité. Je disais tout à l'heure, lorsque vous cherchez à être populaire sur un réseau social, vous transformez cette popularité en score. Vous transformez le nombre de likes que vous allez chercher sur un article ou sur un post en score. Et vous êtes sous influence sociale, puisque vous en voudrez toujours plus. Et c'est notamment là qu'on parle du Rockstar Effect. Le Rockstar Effect, c'est un indicateur de cette recherche de popularité. C'est quand vous estimez que vous avez suffisamment de popularité, suffisamment de followers, suffisamment de personnes qui likent vos posts, pour que ça justifie que vous changiez de comportement et que vous publiez, par exemple, plus de photos, plus d'articles, etc. C'est étudié par les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus scientifique qu'on ne le croit. Ça s'appelle le Rockstar Effect. Le sixième levier, c'est celui de la curiosité et de l'impatience. C'est-à-dire que dans vos applications, vous pouvez créer une saine frustration en ne disant pas ce qui va se passer ou en faisant comprendre que quelque chose va arriver. C'est un peu le cas du petit cadenas sur LinkedIn que je mentionnais tout à l'heure. Et vous créez cette curiosité qui elle-même génère de l'impatience et donc de l'engagement. J'aime beaucoup l'exemple de Snapchat parce que vous connaissez l'histoire des messageries instantanées, l'évolution des messageries instantanées. Un jour est apparue dans les messageries instantanées, dans le chat, la petite flèche qui vous disait si votre message avait été vu ou pas par votre destinataire. Et quand vous voyez cette petite flèche s'allumer, vous savez que votre destinataire, il est justement de l'autre côté de l'écran en train de lire votre message et donc peut-être il va y répondre. Et c'est comme ça qu'on a inventé les 3 petits points qui vous montrent que la personne est en train de répondre à votre message. Et donc, puisqu'elle est en train de répondre à votre message et que vous voulez absolument savoir ce qu'elle va vous dire, vous attendez la réponse. Snapchat va beaucoup plus loin, parce que Snapchat vous envoie désormais une notification push quand quelqu'un est en train de répondre à votre message. Donc, vous aviez complètement oublié votre conversation, vous êtes parti travailler, vous faites autre chose, vous recevez une notification, vous croyez que vous avez un message, pas du tout. On vous dit que Robert est en train de répondre à votre message. Super. Et donc, ce sont ces petits éléments à la limite de la perversion, qui crée de l'engagement dans l'exemple de la messagerie instantanée que je viens de vous donner. Voilà, c'est comme ça que dans le jeu, on crée des appointment dynamics, donc des rendez-vous dans le jeu avec des périodes éphémères où il faut être là à ce moment-là pour bénéficier d'un bonus, d'un cadeau, etc. Les happy hours, c'est ça. Donc si vous avez une bière offerte à l'achat d'une bière dans un café le jeudi soir,
c'est un appointment dynamics que vous pouvez reproduire dans les applications. Il y a aussi les torture breaks. Donc les torture breaks sont des moments de frustration qui sont très intéressants aussi. Donc créer de l'engagement, ce n'est pas toujours positif. On peut utiliser des leviers essentiellement frustrants pour renforcer cet engagement. Dans Candy Crush, lorsque vous jouez en mode gratuit et que vous jouez trop longtemps, pour l'instant je pense que c'est 6 parties d'affilée à fond, eh bien le jeu se bloque et pendant 20 minutes vous ne pouvez plus jouer. Sauf évidemment si vous passez en mode payant. Les torture breaks. Le 7e levier, c'est celui de l'imprédictabilité. C'est celui des passionnés de jeux de hasard. C'est celui qui vous donne envie d'affronter le destin. C'est-à-dire, vous pensez que vous pouvez être plus fort que le destin, vous croyez en votre chance, et ce qui vous excite, ce qui vous motive et ce qui vous engage, c'est de croire en cette chance. Les applications utilisent beaucoup trop peu ce levier aléatoire d'affrontement du destin. Pour vous donner un exemple, vous avez ce fameux test sur les rats de laboratoire où le rat A appuie sur un petit bouton et reçoit une mie de pain systématiquement à chaque fois qu'il appuie. Il est sûr qu'il va recevoir cette mie de pain et donc il se calme et il n'est pas accro, il gère correctement cette gestion de sa mie de pain. Le rat B, il reçoit de manière aléatoire une mie, ou 2 mies, ou 3 mies, ou pas du tout. Ça le rend fou. Ça le rend fou et il devient accro à cette imprédictabilité. Un bête exemple, c'est de posez-vous la question. Imaginez que votre boulanger vous propose un choix. Soit vous avez une carte de fidélité classique avec votre 11e pain qui est gratuit, soit il vous propose une roue de la fortune. Posez-vous la question, est-ce que vous serez plus sensible à la carte de fidélité classique ou est-ce que vous vous êtes excité, titillé par l'idée d'activer une roue de la fortune et de peut-être gagner avec un seul achat un pain gratuit? C'est ce levier de l'imprédictabilité qui est très courant chez beaucoup d'êtres humains. Et le dernier levier, la peur de manquer, la peur de louper une opportunité, la peur de rater quelque chose, il est assez facile à comprendre. On parle en technique de jeu d'opportunités évanescentes, éphémères. C'est dans un jeu comme Diablo, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le Treasure Goblin. Il apparaît de manière aléatoire. Au début du jeu, dans Diablo 3, il apparaissait toutes les heures systématiquement, une fois par heure. Et ce Treasure Goblin, c'est un monstre qui est très intéressant parce que quand vous le rencontrez, il est très facile à battre et il vous donne accès à une caverne avec un bonus gigantesque de pièces d'or. Et donc quand vous le croisez, c'est super. Si vous jouez pendant 1 heure au début du jeu, quand le monstre apparaissait systématiquement toutes les heures, si vous jouez pendant 1 heure, pendant 40 minutes, pardon, et que ce monstre n'est pas encore arrivé, vous allez attendre qu'il arrive parce que vous savez qu'il arrive toutes les heures. Vous avez peur de manquer quelque chose que vous n'avez pas, mais que vous pourriez avoir. C'est exactement la technique des coupons de réduction. Lorsqu'on vous dit, vous avez un bon d'achat de 30 € à la FNAC, mais vous devez le dépenser avant dimanche, lundi c'est perdu, et bien dans votre poche, vous avez l'impression d'avoir 30 € et de pouvoir perdre 30 € si vous ne les dépensez pas avant dimanche. Voilà. Ce sont les 8 leviers que l'Octalysis Group présente. Il y en a d'autres que j'explorais aussi en masterclass, mais ils sont tous très performants dans certains cas, moins dans d'autres, et ils ouvrent tous la voie à des techniques très concrètes de mécanique de jeu que vous pouvez utiliser dans vos interfaces et dans vos applications. Et donc je me réjouis de vous rencontrer à la masterclass pour pouvoir en discuter beaucoup plus en longueur et analyser ces techniques ensemble. Merci.